Bonjour. Alors bonjour pour ce webinaire, ce nouveau webinaire organisé par Mazars à destination des réseaux. Vous découvrez donc le programme de ces 10 sessions avec aujourd'hui une session consacrée au pilier économique financier, dans un mois le pilier juridique contractuel, au mois de juillet un zoom sur le pilotage, les retours d'expérience, etc. jusqu'en décembre. Avec nous pour ce webinaire, Michel Kahn, bonjour. Bonjour. Et Marie-Cécile Lola, bonjour. Bonjour. Alors Michel Kahn, vous dirigez le cabinet Michel Kahn Consultant, 40 ans d'expérience en ce qui concerne le développement des réseaux. Parlez-nous justement du cabinet, de votre expérience. Tout à fait. Le cabinet Michel Kahn Consultant accompagne depuis 40 ans la création de réseaux, la structuration de réseaux, l'animation et le développement des réseaux. Et c'est un véritable métier, car ceux qui réussissent, ce sont ceux qui respectent les règles, les techniques et les formules pour aller droit au succès. Donc la partie économique n'y échappe pas. Marie-Cécile Lola, bonjour. Mazars accompagne les réseaux et accompagne tout spécialement, notamment avec ce séminaire, les entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre et en passant par les réseaux. Effectivement, Mazars, donc un cabinet reconnu en tant qu'audité dans le domaine de la comptabilité, accompagne les réseaux et notamment les têtes de réseau, puisque nous-mêmes nous sommes en réseau, en coopérative, nous sommes très impliqués dans ce modèle économique. Alors aujourd'hui, donc thème de la conférence, le modèle économique et financier vertueux. Alors derrière ce terme, Michel Kahn, que faut-il entendre derrière ce terme? Lors du dernier webinaire, vous avez bien insisté sur le fait qu'il fallait, quand on parlait de marketing des réseaux, ne pas penser uniquement à la tête des réseaux, ne pas penser uniquement aux partenaires, ne pas penser uniquement à l'ensemble du réseau, mais penser aux trois. Est-ce que ça va être la même chose lorsque l'on parle de modèle financier vertueux, modèle économique vertueux? Oui, tout à fait. Le réseau est un animal tricéphale et qui conduit sa destinée sur trois cerveaux, effectivement. Le premier, c'est bien entendu la tête de réseau, qui a sa gestion propre, qui a son compte d'exploitation propre, qui a son économie propre, ses responsabilités financières également. Il y a le deuxième cerveau, qui est celui du partenaire ou du franchisé, qui lui aussi a ses préoccupations économiques, qui lui aussi a son compte d'exploitation et sa propre gestion. Et ensuite, le cerveau tiers, c'est la combinaison des deux qui se confondent pour n'en former qu'un seul, c'est le réseau lui-même. Le réseau qui est connu par sa dénomination, c'est-à-dire l'enseigne, qui vit sa propre vie et qui doit rayonner dans le monde économique, dans le paysage commercial, qui doit évoluer dans une valorisation, et tout cela repose sur une économie soigneusement mesurée et soigneusement mise au point. Cela veut dire que les parties aussi en présence sont des commerçants, des chefs d'entreprise qui sont juridiquement et économiquement complètement indépendants. Donc l'intérêt commun, bien sûr, doit se rencontrer sur une économie parfaitement mesurée et parfaitement réglée. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Mazars a mis au point, avec le cabinet Michel Kahn Consultant, des techniques tout à fait éprouvées, qui sont simples et qui conduisent avec sécurité les trois parties sur leur chemin respectif. Alors, justement, on va se tourner vers Mazars. Marie-Cécile Lola, quels sont, justement, puisqu'il s'agit de savoir comment établir un modèle économique et financier vertueux, parlons de la tête de réseau, quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour établir ou mettre au point ce modèle?
Alors effectivement, le modèle économique de la tête de réseau va se concentrer sur plusieurs éléments, puisque la tête de réseau a pour but non seulement de développer son concept, mais également de faire en sorte que ses partenaires l'adoptent, le mettent en œuvre et réussissent également à être profitables sur ces éléments-là. Pour cela, la tête de réseau va donc lui apporter des services. Alors, il y a deux types de services qui vont être... deux catégories, on va dire, plutôt de services qui vont être apportés aux différents partenaires ou franchisés. Il y a tous ceux qui vont intervenir avant, pour l'ouverture du point de vente. C'est ce qu'on appelle donc les services initiaux et qu'on développera dans un second temps. Et également tous les services qui vont intervenir pendant la vie du contrat. Donc les services permanents pour justement réaliser les prestations ou vendre au mieux les différents éléments. Bien sûr, tous ces services qui sont proposés aux partenaires ou aux franchisés ont un coût de mise en œuvre pour la tête de réseau. Il faudra donc les valoriser au plus juste, au service par service, afin de s'assurer que justement la tête de réseau reste tout de même profitable d'un point de vue économique pour sa survie financière elle-même. Les services initiaux vont donc être couverts par une redevance initiale, ce qu'on appellera soit droit d'entrée, soit une redevance initiale forfaitaire ou un paiement de service à la carte. Pour les services permanents, cela viendra en rémunération via des redevances d'exploitation ou de communication ou des marges réalisées sur les produits dans le cadre central. Si vous me rappelez donc rapidement donc, ces différents coûts intégrés. D'abord, les services avant et pour l'ouverture des points de vente, ensuite services tout au long de la vie du contrat, ensuite il y a des coûts de services initiaux. Alors, pour bien préciser effectivement ces éléments, tout ce qu'on va appeler, donc notamment dans la suite de ce séminaire, les services initiaux, donc c'est tous les services qui vont être proposés par la tête de réseau avant l'ouverture et pour l'ouverture du point de vente en lui-même, puis les services permanents qui vont eux constituer tous les services qui sont rendus aux partenaires pendant toute la vie du contrat, donc après l'ouverture du réseau. Michel Kahn, une réaction, peut-être illustration sur ces points. Vous faites allusion au réseau prêt-à-porter Votre expérience justement sur comment est-ce que des réseaux ont fixé les différents droits. Oui, alors le réflexe quand un jeune réseau se met sur le marché, et la tentation est grande évidemment, et il faut le faire, c'est de benchmarker ses concurrents. De voir ce qu'ils proposent, de voir quel est leur droit d'entrée ou leur redevance initiale forfaitaire, de voir quelles sont les royalties ou les redevances demandées. Et très souvent, on a le réflexe de se mettre à niveau. Et c'est là où on peut tomber dans un premier piège qui consiste à se mettre sur le marché en ayant tendance à donner des services qui sont copieux ou plus copieux ou moins copieux et on ne sait pas combien ça va coûter. Car tout coûte et chaque service que l'on rend, chaque service que l'on donne est un service qui est donné à titre onéreux. Et lorsqu'il est compris dans un ensemble, il coûte quand même. Et là, il faut commencer à réfléchir et à savoir ce que l'on fait exactement. Alors, différentes étapes pour justement pour procéder. Alors, tout d'abord, il faut considérer que, bien entendu, il y a un univers concurrentiel. L'économie d'un réseau repose sur le métier du réseau. Et la première chose qu'il faut considérer, que développer un réseau, créer et animer un réseau, c'est un métier à part, c'est un compte d'exploitation à part. C'est pas savoir vendre des achats dans l'équipement de la personne, d'acheter, de marger et revendre, c'est de donner des services. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de franchise? Un contrat de franchise, il
faut le rappeler, c'est tout simplement 4 contrats. Le premier, c'est un contrat de licence de marque. Mettre à disposition une marque, ben, on le fait gratuitement, on le fait payer. Mais de toute façon, pour mettre à disposition une marque, il fallait investir. Il faut l'entretenir. Il y a des coûts d'entretien, il y a des coûts de surveillance. Donc un contrat de licence de marque, c'est la première des choses. Et cela a une incidence sur la mise à disposition de cette licence. La deuxième chose, le deuxième contrat, c'est un contrat de transfert de savoir-faire, d'expérience ou de connaissance. Eh bien, c'est tout le coup de d'huile. C'est toute l'expérience que l'on a et pour laquelle on a investi grandement. Donc le fait de mettre à disposition cet ensemble représente un coût valorisé, et c'est la seule technique d'ailleurs qui permet d'amortir ces investissements. C'est le seul moyen, c'est la seule stratégie qui permette de l'amortir. Le troisième contrat, c'est le contrat d'assistance technique, donc il faut être aux côtés du franchisé, aux côtés des partenaires, pour les aider à réussir. Cela suppose une prestation. n'est pas aussi simpliste que de regarder un annuaire et de dire mes concurrents demandent tant, donc je demande la même chose, parce que les gens se singent les uns des autres, et c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que on ne prend pas en considération la compétitivité. La compétitivité permet à un réseau de gagner la partie par rapport à un autre réseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut agir sur le prix, donc on peut faire moins cher que moins cher que moins cher. On peut agir sur la qualité des services fournis ou des propositions de services, donc on peut faire mieux que mieux que mieux, mais à un moment donné, il y a de la valeur. Et cette valeur, c'est le rapport des deux. Mais il y a le troisième pilier, c'est l'innovation, et c'est là où on peut gagner la partie dans la compétitivité. Il faut créer, il faut déboucher sur l'innovation, qui, elle est coûteuse aussi, mais qui permet au moins de se différencier. Michel Kahn, tout à l'heure, il y a eu une petite interruption de faisceau, donc si vous pouviez revenir sur le quatrième point, l'assistance technique que vous avez développée. Ah, Après, on a été coupé? Absolument. Donc, nous avons été coupés brièvement. C'est-à-dire après l'assistance technique. Quatrième point. Ah oui, Nicolas Coutel, que je remercie, qui est présent et qui est le gardien du temple. Donc après l'assistance technique, venait le contrat de fourniture. Le contrat de fourniture, c'est bien sûr l'organisation de l'approvisionnement des produits ou de certains services qui sont soit fabriqués, soit achetés pour être revendus avec une marge. Donc c'est cet ensemble qui est complexe et qui doit mettre en compétitivité, comme je viens de le dire, et là je pense ne pas avoir été coupé, sur cette notion de rechercher la compétitivité à travers l'innovation et créer des nouveaux services, des nouveaux positionnements pour être complètement différents de ses propres concurrents. Et ça, forcément, ça coûte. Et si ça coûte, c'est pas grave. Même si le taux de redevance augmente, il vaut mieux peut-être pour certains de payer plus cher que la concurrence, mais d'avoir des services beaucoup plus compétitifs pour les rendre à son tour à sa clientèle et de séduire le consommateur. Les enjeux sont là. Michel Kahn, alors est-ce que vous pourriez nous donner maintenant des exemples concrets au sein, on en avait parlé tout à l'heure, au sein du commerce organisé, qui démontrent l'importance de définir le plus précisément possible ces services et ces redevances dont vous venez de nous parler. Alors par exemple, un exemple au sein, je crois, du secteur du prêt-à-porter. Oui, j'ai en
en mémoire un élément déclencheur sur la réflexion de certains tableurs et de modes de calcul que nous avons mis au point. C'est un réseau qui est d'une part fabricant de produits prêt-à-porter, donc déjà c'est une profession en soi de fabriquer, un réseau d'une enseigne connue à l'époque, très connue, puisqu'elle avait 800 revendeurs traditionnels à qui elle vendait ses collections printemps-été, automne-hiver, aussi bien hommes que femmes. Et de ces 800 revendeurs traditionnels, ils en ont extrait une quarantaine de franchisés qui, avec 40 points de vente, représentaient 1,5 fois le chiffre d'affaires que pouvaient représenter les 800 revendeurs traditionnels. Donc vous voyez l'organisation d'un réseau, si elle est bien faite, l'impact économique et financier qu'il peut avoir. Eh bien, on voit déjà et on comprend que la tête de réseau exerçait en réalité 3 métiers différents. Le premier métier, c'est celui d'être fabricant et de revendre à des revendeurs. Donc, c'est un compte d'exploitation bien précis, bien identifié, avec des coûts de production, des coûts de fabrication, des coûts de revente. Le deuxième métier, c'était celui marge sur les produits, on les revend à des distributeurs, avec tout ce qui entoure les moyens pour revendre les produits, c'est-à-dire des échantillons, des catalogues, de la PLV, tout ce qu'un bon fabricant fait pour vendre à travers un réseau de traditionnels, de revendeurs traditionnels. Et le troisième métier, c'est celui de la tête de réseau, qui va accompagner son franchisé pour l'aider à gagner des parts de marché, pour l'aider à se développer, pour l'aider à gagner la partie, avec une assistance technique, comme je l'évoquais tout à l'heure, de façon excessivement rapprochée. Donc vous voyez, on a déjà 3 comptes d'exploitation qui se cumulent, qui se chevauchent, qui se superposent. Et puis, il faut y voir clair à un moment donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce réseau, à un moment donné, 120 franchisés, se développe et découvre un malaise économique où il ne comprend plus. Il ne comprend plus, nous faisons un audit après avoir été appelés pour le faire, et on n'a pas tout de suite identifié les mots qui faisaient que ce réseau, il n'y avait pas de résultat économique, bien au contraire. Donc nous avons été à l'origine du montage de ce réseau. Évidemment, on pose la question comment ça s'est passé. La tête de réseau nous explique que, oui, bon, le rédacteur de contrat a demandé évidemment combien il fallait demander de droits d'entrée. Ben, forcément, la tête de réseau répond, bon, les concurrents demandent 15 000 euros, on va en demander 10 000 pour être un petit peu moins cher. Alors les services, évidemment, on en donne beaucoup plus parce qu'on mélange tout, parce qu'on est un fabricant, on peut donner des choses, on est distributeur, on peut encore donner des choses, et tout ça se confond, se mélange, on n'a pas de visibilité, et on donne des tas de choses. Arrive la question des redevances pour savoir quel est le taux de royalty qu'il faut demander. La concurrence demande 3% de redevances, et bien forcément la tête de réseau dit on va demander 2,5%, on sera compétitif et on donne beaucoup plus de services. Mais finalement, on a valorisé tous ces services à la fois initiaux et à la fois permanents, et nous nous sommes rendus compte que en encaissant 2,5% de services sur le chiffre d'affaires, eh bien en réalité, la tête de réseau, tout cumulé, en donnait 3,2. Et c'est là où plus elle se développait, plus elle creusait sa tombe, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée en état de cessation de paix. L'histoire est simple et facile à comprendre.
comprendre, elle est courte et cela arrive à de très nombreux réseaux qui ne prennent pas les précautions économiques. Et Mazars est bien mieux placé que nous pour le savoir parce qu'ils interviennent ensuite pour réparer les pots cassés. Alors, Marie-Cécile Lola, puisque vous êtes là pour réparer les pots cassés, on a plusieurs fois évoqué ce terme de royalties, de redevances. Alors, dans tous les réseaux, les membres du réseau versent des redevances. À quoi servent ces redevances? Comment sont-elles déterminées? Alors effectivement, on a dans chacun des réseaux des royalties et des redevances donc, qui sont versées à la tête de réseau. Ces redevances sont là pour donc rémunérer des services qui sont fournis, comme je le disais tout à l'heure, de manière permanente tout au long de la vie du contrat, tant que donc, le partenaire ou le franchisé est au sein du réseau. Alors, pour déterminer le niveau de redevance d'exploitation et de communication qui sont nécessaires et qui sont notamment en corrélation avec les services qui sont proposés, il y a des étapes qui sont à respecter. Alors, bien évidemment, il faut savoir de quoi on parle, quels sont les services que l'on souhaite mettre en œuvre, quel en sera le coût pour la tête de réseau, pour sa mise en œuvre, et également quel en sera du coup le coût pour le franchisé et le partenaire, puisque, comme nous l'avions dit précédemment également, il ne faut pas oublier que le niveau de redevance ne doit pas être trop important pour ne pas mettre en danger la situation financière du franchisé. Alors, savoir de quoi on parle, il faut donc déterminer les services permanents qui seront nécessaires, utiles à l'exploitation du concept et au développement du partenaire en fonction donc, du service ou des marchandises que l'on souhaite vendre auprès du public. Ces services, une fois qu'on les a déterminés, il faut savoir s'ils sont obligatoires, c'est-à-dire qu'ils sont présents pour différencier et sécuriser l'utilisation du concept, ou s'ils seront facultatifs, ce qui permettra à la suite de nuancer la tarification, notamment en fonction de la maturité financière du partenaire. Plus il sera installé et mature dans son activité, plus il pourra prendre des services pour continuer à développer son business. Ensuite, il faut déterminer quel en sera le coût pour la tête de réseau. Il faut savoir quelles seront les méthodes qui sont utilisées par la tête de réseau pour justement fournir ces services. Soit en interne, donc ce seront des coûts de personnel, des coûts indirects, soit par l'intermédiaire de prestataires. D'autre part, certains coûts seront mutualisés, seront ventilés, et d'autres pourront être vendus à la carte car ils seront très spécifiques pour un partenaire. Tous ces services doivent être évalués avec beaucoup de précision, puisque là vous faites une liste de services assez complète. Pour le candidat à la franchise, c'est paraît un petit peu effrayant. Ils ont des modèles sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour justement estimer ces différents postes. Par exemple, en travaillant avec vous, avec Mazars, avec des consultants comme Michel Kahn Consultant. Effectivement, alors, ça peut paraître fastidieux, mais c'est réellement indispensable, comme le montrait également l'exemple de Michel tout à l'heure. Voilà, dans le prêt-à-porter, ces redevances sont réellement très importantes puisqu'elles permettent de conserver la survie financière, que ce soit donc de la tête de réseau, du partenaire ou même du réseau en lui-même. Effectivement, notamment avec Michel, nous avons travaillé avec de nombreuses graines de réseau pour déterminer justement ces redevances, les aider à les valoriser au plus juste pour pouvoir fixer de manière efficace et pertinente les redevances d'exploitation qui seraient demandées aux partenaires. D'accord, et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a deux modèles qui sont plutôt avec des modèles fixes et puis d'autres avec la data est mobile et plus souple. Voilà, effectivement, les redevances d'exploitation, généralement, sont soit d'un montant fixe, donc précisé au contrat. C'est souvent ce qu'on peut utiliser pour les nouveaux franchisés au sein du réseau, pour le temps qu'ils essaient leur business et leur activité économique. Ça donne de la visibilité. Voilà.
Comme ça, ils seront moins dépendants sur ces redevances-là. Et puis, le cas le plus général est un pourcentage sur une variable, donc généralement le chiffre d'affaires, mais ça peut être également sur un volume d'achat ou d'autres éléments de ce type. Alors, comment, rappelez-nous peut-être comment est-ce qu'on fixe ces niveaux de redevance, cette redevance? Donc, ce qui est vraiment important, c'est donc de savoir quels services nous allons proposer, savoir s'ils seront obligatoires ou facultatifs. Les facultatifs pourront donc être vendus éventuellement à la carte. Tout ce qui sera obligatoire, ils seront donc valorisés pour ensuite les valoriser pour ensuite justement donc déterminer le niveau de redevance qui sera nécessaire à la tête de réseau pour pouvoir leur fournir ces services aux franchisés. Voilà, il y a donc ces services que vous mentionnez, il y a également la rémunération de la licence de marque. Exactement. Dans cette redevance, il est important de garder en mémoire qu'elle permet de rémunérer trois choses essentielles. Non seulement les services qui seront proposés, mais également la licence de marque, donc tout ce qui concerne la protection, la défense, le renouvellement et tous les investissements que la tête de réseau a fait en amont pour créer ce concept, et également pour provisionner une part de recherche et de développement qui seront des dépenses qui seront nécessaires pour justement renouveler tout le concept et promouvoir, proposer des services ou des marchandises pour le public de manière pérenne. Voilà, pour fixer donc cette redevance, Mazars a un gimmick, un truc, c'est ce que vous appelez la règle des 3 tiers. Donc les services, rémunération de la licence de marque, et puis on provisionne le budget recherche et développement. Michel Kahn, peut-être une réaction sur ces niveaux de redevance. On se rend compte que c'est extrêmement complexe, mais c'est une étape indispensable. Oui, alors nous nous trouvons sur un tandem qui est celui de l'économique et du stratégique. Et le pédalier, c'est évidemment la compétitivité, puisque lorsqu'on a défini tout ce que l'on peut donner, on additionne les coûts. Alors évidemment, plus on en donne, plus c'est cher. Et plus c'est cher, puisqu'il faut que ça se passe dans le compte d'exploitation. Donc on voit bien la limite du pignon que doit avoir son pédalier, puisqu'il n'est pas question de faire surpayer un franchisé des services dont il n'aurait pas forcément besoin. Mais il serait indispensable d'imposer ces services si ça va lui amener un surcroît de chiffre d'affaires et d'activité économique. Et c'est là où il faut bien mesurer l'économique et le stratégique. Alors, cela veut dire que concrètement, il ne faut pas s'offusquer de faire des choix, même si toute la concurrence a un niveau de redevance de 3%, eh bien, il y a des modèles d'options où nous trouvons à 12% de redevance. Alors, ça peut paraître exorbitant, irréaliste, d'être un concurrent et de demander 12% de redevance alors que ses propres concurrents demandent 3% de redevance. Eh bien, je vous dirais que dans certains cas, le réseau se développera plus facilement, ça se vendra mieux, ça sera mieux sécurisé en apportant 12% de redevance, parce que si vous apportez un véritable service de produit fini ou d'activité économique en surcoût qui donne des résultats importants, on va se retrouver aussi à des niveaux de chiffre d'affaires qui vont être ceux de 300 000 à 700 000. Alors, moi, je veux bien payer 12% de redevance pour avoir un compte d'exploitation de 750 000 euros de chiffre d'affaires et un résultat net courant ou impôt de 320 000 euros. C'est ce qui se passe, par exemple, dans certains secteurs d'activité. Alors, c'est là où les choix sont réfléchis. Et c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être tombé sur une société comme Mazars, avec qui nous avons trouvé les meilleurs réglages possibles pour le commerce organisé indépendant et pour chaque forme de commerce organisé indépendant. La forme de la franchise est encore différente que la licence de marque, que la coopérative, que les formes de partenariat. Et il y a des réglages pertinents qui se font.
Et les graines de réseau que nous sommes en train de sortir de terre, eh bien, sont parfaitement bien aiguisées grâce à la compétence et à la maîtrise de ce sujet entre un cabinet comme le nôtre, et on a la faiblesse de penser qu'on a un peu d'expérience, 40 ans, et la maîtrise du chiffre, de la gestion et de l'équilibre économique sur les marchés, avec une société comme Mazars qui a aussi une avance supérieure à celle de l'homme de métier moyen. Alors, Marie-Cécile Lola, Mazars, justement, une remarque sur la redevance de communication qui est indispensable, puisque là on parle d'enseigne, on parle de marque, on parle de notoriété. Donc cela vaut une redevance. Effectivement, comme il a été présenté sur les cursus précédents, il y a un niveau de marketing et notamment de communication qui est pris en charge par la tête de réseau pour tout ce qui est communication au plan national. Il est d'usage de rémunérer ces services proposés par la tête de réseau sur une redevance à part par rapport à la redevance d'exploitation. Cette communication, du coup, est nécessaire non seulement pour la notoriété de l'enseigne, mais également pour le développement de cette enseigne et de cette marque. Généralement, cette redevance est soit fixée d'ores et déjà à la signature du contrat avec le partenaire, donc sur un pourcentage ou une rémunération fixe, soit elle est déterminée chaque année en fonction des besoins de communication qui vont être nécessaires ou déterminés sur l'année à venir. De toutes les manières, donc, quel que soit le système choisi, cette redevance est généralement calculée et rémunérée sans marge, et donc toutes les redevances qui sont reçues sur cette communication doivent être dépensées sur ces services-là, donc pour le bénéfice du réseau et de la marque. Je dois approuver Michel Kahn sur cet aspect donc, des dépenses concernant donc, la redevance de communication. Oui, tout à fait. Le réseau donc, a une intelligence propre, c'est celle de se faire connaître, c'est celle de rayonner, c'est celle de s'imposer de plus en plus aux yeux du consommateur. Et c'est à travers la connaissance de l'enseigne, un taux de notoriété spontanée et assisté encore plus évidemment, puisque le but d'un réseau, c'est celui d'être connu. Alors pour cela, il faut l'alimenter, il faut communiquer, il faut faire de la publicité, du marketing, il faut mettre en place de nouvelles stratégies. Et là, c'est la responsabilité du réseau lui-même, puisque tout le monde est gagnant, c'est gagnant-gagnant. Plus l'enseigne est connue, plus il aura de clients, plus il aura de clients, plus le franchisé fonctionne, et plus le franchisé fonctionne, plus il payera de redevances, et plus il payera de redevances, plus la tête de réseau va gagner. Donc le rôle de la tête de réseau est d'organiser la communication nationale. Et cette communication nationale doit faire appel à la contribution collective, parce qu'il y a une responsabilité collective et une conscience collective des membres, des partenaires d'un réseau. Alors Michel Kahn, j'aimerais qu'on aborde le point suivant, c'est les têtes de réseau qui mettent à disposition de leurs franchisés, partenaires ou affiliés des produits. Quelles sont les règles qu'ils doivent respecter ou quels sont les pièges à éviter? Si vous permettez, je vais apporter une précision sur les deux techniques en fait de gestion de ce budget de publicité nationale qui, comme le disait Marie-Cécile, est collecté. S'il est précisé au contrat, eh bien forcément on encaisse et on dépense le taux qui est fixé. Mais si on dit c'est 3,5% du chiffre d'affaires qui sera consacré à la publicité nationale, chaque franchisé va contribuer à 3,5%,
Et la totalité de ce budget, bien sûr, va être dépensée dans des actions. Chaque année, il en sera ainsi. Mais la vie économique, on l'a appris, est une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, une fois que c'est figé dans le marbre, dans le contrat, s'il y a marqué 3,5%, le franchisé paiera 3,5%. Il n'en paiera pas 4% quand ce sera nécessaire. Et la tête de réseau ne lui dira pas d'en payer moins. Donc, il y a une deuxième formule qui est la grosse tendance, c'est de donner l'attribution de gestion du budget national de publicité au Conseil consultatif qui librement peut décider chaque année du montant du budget à consacrer, de l'ampleur de l'action et de la répartition de chaque franchisé en fonction de son lieu d'implantation. Et ainsi, on peut avoir la souplesse d'une force de frappe qui sera adaptée aux conditions de la vie économique. Voilà. Alors, nous reviendrons plus tard, peut-être dans un autre webinaire sur cet aspect de la communication. Maintenant, il faut avancer, et donc je vous repose cette question concernant donc les réseaux, les têtes de réseau qui mettent à disposition des produits. Oui, j'avais oublié la question, Pierre. Donc voilà, quelles sont les règles à respecter? Assez rapidement, parce qu'on arrive dans vraiment la fin de ce webinaire. Lorsqu'on a des produits à revendre, on applique une marge sur les produits sans se dire qu'elles vont englober forcément les redevances de service, qui sont des redevances au titre de service de l'assistance technique de la tête de réseau. Mais lorsqu'on a valorisé ces services, on peut très bien aussi les inclure dans le prix de revente final du produit en disant, et là revient la stratégie, en disant clairement que, eh bien, dans tel réseau, il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de royalties. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a toujours le prix à payer pour avoir des services. En ce qui concerne, vous auriez peut-être des exemples très concrets? Il y a des réseaux qui affichent dans leur publicité pas de droit d'entrée et pas de royalties. Alors déjà, il faut regarder de très près. Si derrière il y a un fabricant, on peut comprendre. Et là, on a compris que le prix des services est noyé. Mais lorsqu'on dit il n'y a pas de droit d'entrée, moi je veux bien, mais il faut comprendre. Parce que s'il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de service. Et s'il n'y a pas de service, moi je n'ai pas envie de rentrer dans un réseau où on me laisse se débrouiller tout seul sans avoir de service, parce que je vais me sauver en courant, en criant très fort pour que tout le monde me suive. Et là, évidemment, il y a lieu de mesurer, de bien comprendre ce qui se cache derrière l'ego. Et c'est là où je voudrais attirer l'attention soit des opérateurs économiques, soit des candidats à l'entrée dans le réseau. Encore une fois, sur les marges, justement, je reviens sur ces têtes de réseau qui mettent à disposition de leurs affiliés des produits. Votre marge sur ces produits qu'on distribue, comment ça se passe? Oui, alors vous faites allusion, je pense, à la centrale d'achat, la centrale de référence. Il est évident que les réseaux qui sont organisés, qui ont une centrale d'achat, c'est encore un compte d'exploitation à part, et une centrale de référencement aussi. Et ça doit être rémunéré parce que c'est tout un travail. C'est tout un travail dans les trous. On peut pas. Dans la centrale d'achat, le coût d'une centrale d'achat, c'est entre 3 et 5%. Et la centrale de référencement, on peut demander des marges arrière, c'est-à-dire les fournisseurs qui approvisionnent directement les franchisés en produits et qui facturent directement aux franchisés, rétrocèdent souvent une marge contributive au réseau. Et cette marge contributive, par exemple, si elle est fixée à 5%, elle est tout à fait transparente avec les franchisés. Les franchisés savent que pour toute facture payée au fournisseur, il y a une rétribution au réseau de cette marge de 5%, cette marge arrière. Et cette marge arrière,
elle est réinvestie au profit même du réseau, notamment dans le budget de communication ou d'action marketing profitable à l'ensemble du réseau. Donc on est dans un système vertueux, un système totalement transparent. Enfin, il faut rester compétitif. Bien sûr, Alors, bien sûr, mais nous avons des économies d'échelle. Un réseau qui se développe est un réseau qui augmente ses quantités de commandes, qui augmente son pouvoir auprès des fournisseurs, qui peut faire fabriquer des produits sous marque blanche, des produits customisés, des produits qu'on ne peut plus comparer ailleurs. Et ça, c'est la force d'un réseau. La force d'acheter beaucoup moins cher parce qu'on achète par quantité. Prenez l'exemple d'une... allez, je citerai... par exemple, si vous voulez, pour vous faire plaisir, Pierre, la pizza de Nico, eh bien la pizza de Nico, si chaque franchisé, si chaque partenaire, c'est du partenariat en l'occurrence, si chaque partenaire achète et a besoin de 2 tonnes de mozzarella par an, c'est déjà, il tourne déjà pas mal, il va payer le prix de 2 tonnes. Mais figurez-vous que ce partenaire, il va acheter sa mozzarella au prix des 80 tonnes qui sont achetées par l'ensemble du réseau. Donc vous imaginez bien, les prix d'achat ne sont plus du tout les mêmes. Et là, il y a des économies d'échelle énormes et profitables à l'ensemble du réseau. Donc tout le monde contribue à la réussite. Là, vous nous donnez des exemples vertueux, vous nous donnez des exemples vertueux, mais il doit y avoir aussi des pièges, ou en tout cas des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ah, ça, il est évident que si on ne maîtrise pas les chiffres, on met le pied dans des pièges inévitables. C'est la raison pour laquelle toute cette architecture économique a un sens de structuration dès l'origine, dès la naissance du réseau. Et ensuite, lorsqu'on a une maîtrise totale, on peut jongler avec les chiffres, avec les comptes d'exploitation, on peut intégrer, on peut soustraire, on peut mettre en avant une compétitivité apparente de chiffres, et ça, on revient à la stratégie. Et c'est là où on est gagnant, et le piège, c'est de ne pas calculer. Marie-Cécile Ola, en conclusion, je voudrais peut-être de revenir sur les quelques conseils que vous avez donnés justement pour donner, d'abord pour faire comprendre que c'est très compliqué et il faut être très précis quand on va fixer les redevances, le coût des redevances, la tête de réseau, et puis aussi le partenaire doit avancer prudemment. Oui, effectivement, c'est un élément qui est très important, mais il faut surtout ne pas en avoir peur, puisque la partie financière et économique n'est que la retranscription de toute la vision marketing, commerciale que l'on souhaite faire de son concept. Donc, une fois qu'on a identifié tous les éléments qui sont nécessaires à la vente, au développement de son concept et du franchisé, il faut savoir identifier les services ou les marchandises, les matières premières qui sont nécessaires pour justement les mettre en œuvre et surtout les valoriser. C'est la partie valorisation qui va être la plus importante pour pouvoir ensuite définir comment répartir au mieux selon les franchisés et selon éventuellement leur maturité les redevances, soit initiales, soit permanentes d'exploitation, que nous pourrons du coup demander aux différents partenaires. Voilà, Michel Kahn et Marie-Cécile Ola, je crois qu'on peut en synthèse rappeler ces points. Il faut élaborer un modèle financier. Il est important que la tête de réseau élabore un modèle financier, mais également un modèle financier pour le franchisé, le partenaire, l'affilié et pour le réseau. On n'oublie pas ces 3 éléments. Vous l'avez dit qu'un réseau, c'est un animal tricéphale. Il faut valider également le modèle économique au minimum annuellement et apporter les réglages nécessaires. Il faut également se projeter pour passer les caps de développement en anticipant les ressources financières nécessaires à ces passages. Et puis enfin, les méthodes d'établissement du business model sont différentes si cela s'inscrit dans une création durable ou bien dans la préparation d'une cession.
Vous retrouvez tous ces éléments sur des documents qui sont en ligne sur le site de ce webinaire Bazar, destiné donc aux futurs franchisés, aux graines de réseau. Merci Marie-Cécile Ola de vous accompagner des réseaux chez Bazar. Merci Michel Kahn, donc de Michel Kahn Consultant. Merci à vous Pierre.